j'ai été, alors que toute ma vie ça avait été l'entreprise, j'ai été à ma surprise totale nommé délégué interministériel à l'insertion des jeunes en 1996. À l'époque, ça s'appelait délégué interministériel à l'insertion des jeunes en difficulté. Et c'était nommé par Juppé, puis très vite, le jeune en difficulté, c'était Juppé, il avait perdu son job. Et à ma surprise totale, j'ai été renommé par le gouvernement Jospin, donc je dois être un des rares délégués interministériels à avoir fait son mandat la moitié à droite, la moitié à gauche. Et j'ai vraiment pas vu la différence. Tout là-haut, à Paris, dans les bureaux, c'était des gens qui sortaient de l'École nationale d'autisme, des garçons et des filles d'une rare qualité humaine et intellectuelle, mais vraiment élevés hors sol. Ils mettaient les gens dans des catégories, en particulier les jeunes. Il y avait les jeunes de tel âge à tel âge. Il y avait les jeunes qui étaient, alors de tel âge à tel âge, niveau 5, 5 bis, 5... Et tout juste si ces jeunes n'étaient pas déposés au pavillon de Sèvres, voilà, le jeune en difficulté. Et autour de ça, on fabriquait des politiques qui évidemment ne marchaient pas. Puisqu'il y a autant de jeunes qu'il y a de jeunes. Mon bon maître, Edgar Morin, me disait tout le temps, ne dis jamais mon semblable, nous sommes tous des dissemblables. Et c'est leur réalité, à partir de quoi il faut bâtir avec eux. On a du mal parce qu'on est un pays d'État, et moi je suis fils de préfet, donc je trouve ça tout à fait normal. Donc on a quand même tendance à considérer que c'est de Paris que les choses se dirigent. Alors que c'est à partir de chaque personne, dans son côté irréductible, qu'il faut bâtir avec elle. Alors, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est l'auto-évaluation, je me suis dit, ben, ce que je vais me permettre de faire, c'est ma propre auto-évaluation des missions locales. Il se trouve qu'aujourd'hui, je continue toujours à bosser avec elle en tant que parrain dans ma mission locale de Saint-Germain-en-Laye, en tant qu'administrateur de Bertrand Schwartz, l'Institut Bertrand Schwartz, et aussi en tant que vice-président national de France Bénévolat. Et nous avons signé une convention avec l'Association nationale des missions locales pour précisément essayer de voir comment on peut repartir des propositions et des projets de chaque jeune. Alors, mon propos, j'organiserai en 4 temps. Je voudrais d'abord dire c'est quoi les 3 forces majeures, en tout cas à mes yeux, les 3 forces majeures des missions locales. Dans un deuxième temps, j'évoquerai ce qui me semble être les 3 grands progrès majeurs que 15 ans après, je constate dans les missions locales, en les regardant, par rapport à ce que j'ai connu. Dans un troisième temps, je voudrais évoquer ce qui me semble devoir être, dans les années qui viennent, leur domaine d'expansion. Et dans un dernier temps, je voudrais évoquer les 3 voies d'évolution que les missions locales vont devoir s'imposer et, le cas échéant, imposer aux autres. Par exemple, il faut surtout que les missions locales demeurent bien girondines et jamais jacobines. C'est vraiment leur implantation territoriale qui est leur richesse. Qu'elles ne se laissent jamais imposer le fait qu'elles deviendraient une administration. Sans ça, elles perdront leur âme. Alors, premièrement, c'est ce qui me semble faire les 3 forces majeures des missions locales et qu'elles n'ont pas perdues.
D'abord, une mission locale, c'est ce que j'ai toujours appelé un OSNI, un objet sociétal non identifié. C'est pas une administration, c'est pas une entreprise, c'est pas un établissement public, c'est une association loi 1901 et qui a cette particularité d'être très tricotée avec son territoire. Voilà. Elle est dans un bassin de vie. Et elle réussit ce truc qu'on n'arrive pas à faire dans le reste de la France, c'est à avoir dans son conseil d'administration de réunir des acteurs qui, en général, ne se parlent pas ailleurs. Dans toute ma vie, j'ai eu la chance d'être professeur d'université, d'être chef d'entreprise et d'être un haut fonctionnaire contractuel. Et j'ai pu voir que ces trois mondes, en France en tout cas, s'excluent, souvent. C'est-à-dire que les gens de l'entreprise pensent que les gens de l'université, c'est rien que des barbus gauchistes. Les gens de l'université pensent que les chefs d'entreprise, c'est une bande de salopards qui aliènent le petit peuple. Et tout le monde se retrouve sur le dos des fonctionnaires qui, bien évidemment, ne foutent rien avec l'argent de la République. Alors que dans tous ces mondes dans lesquels j'ai été, j'ai vu des gens géniaux, formidables, qui apportent leur tripes pour le bien commun. Dans l'entreprise, pareil. Mon père, donc préfet, et mon cher frère, qui fut le président de la Chambre régionale des comptes de PACA, quitte à être président de Chambre régionale des comptes, autant être à PACA, il tire au lapin tous les matins. Donc, bon. Et donc c'est la haute fonction publique, et dans tous les dîners qu'on avait ensemble, il disait « Hervé est allé dans l'entreprise, probablement il aime l'argent. Il faut vraiment être tordu pour avoir des idées pareilles. C'est pas le sujet. C'est créer de la valeur, c'est faire vivre. » Donc j'ai trouvé des gens remarquables dans ces trois mondes, mais ils ont tendance à considérer que les deux autres, ce n'est pas les bons. Alors, justement, dans le conseil d'administration d'une mission locale, on va retrouver les représentants de la puissance publique qui s'occupent de l'emploi, d'une façon déconcentrée. On va trouver les politiques de l'endroit, c'est formidable. On va trouver les partenaires sociaux, les entreprises, le monde associatif, enfin, vraiment tout ce qui fait qu'il faut qu'on bosse ensemble. Donc c'est une chance phénoménale. Et c'est rarissime. Ce côté OSNI, c'est rarissime. C'est une force fabuleuse. Autre force fantastique, c'est le deuxièmement, c'est les fondamentaux de Bertrand Schwartz. Je rappelle les fondamentaux de Bertrand Schwartz, jamais les oublier. C'est qu'on ne va pas s'occuper de la formation professionnelle du jeune, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le jeune dans sa globalité. Le jeune dans sa globalité, dans sa santé, dans sa mobilité, dans sa capacité de prendre confiance en lui, dans sa capacité à susciter un regard qui fait qu'on lui fait confiance. Et puis bien évidemment aussi la formation, et puis du réseau, parce qu'il n'a pas forcément du réseau. C'est le jeune dans sa globalité. Et puis, deuxièmement, dans les fondamentaux, c'est l'accompagnement. On accompagne. On n'est pas, on n'assiste pas. On n'assiste pas, on accompagne. On aide à se mettre debout. Mais on ne le fait pas tous. C'est le jeune qui va être l'acteur principal de son truc. On l'accompagne. Son projet. Et puis c'est ce métier aussi, le troisième fondamental, des fondamentaux, c'est le job d'ensemblier de la mission locale. Il a dans sa capacité de réseau la possibilité de trouver ce qu'il faut pour du logement, ce qu'il faut pour le dentiste, ce qu'il faut pour la mobilité, ce qu'il faut pour la formation professionnelle. Donc, l'ensemblier. Il ne fait pas à la place. Il est susceptible. Il est ingénieur. Il fait l'ingénierie du bidule. Donc ça, c'est des fondamentaux phénoménaux. Et puis, troisième force actuelle, c'est un réseau.
C'est un réseau. C'est quoi un réseau? Je me souviens quand j'étais arrivé en tant que délégué interministériel, on m'avait dit tu vas travailler avec le réseau des missions locales. Objectivement, ce n'était pas un réseau. C'était 600 missions locales. À l'époque, il y avait 600 missions locales et PAIO, hein, mais qui étaient chacune dans son coin. Un réseau, c'est quand on est interactif, qu'on partage, qu'on est susceptible d'apporter une bonne pratique qui est à Lille, on l'amène à Salon de Provence. C'est ce côté interactif qui fait le réseau. Et en fait, maintenant, manifestement, vous êtes un réseau. Vous êtes un réseau, j'ai pu le voir avec, par exemple, ce qui avait été fait à Redon, la mission locale de Redon et des Pays de Vilaine, qui avait fait un petit bouquin remarquable sur le parrainage. Bon. Maintenant, on le trouve à peu près partout, dans le réseau des missions locales. C'est MLProd, à Salon, qui bosse avec Lille, et avec d'autres. Ils ont créé leur propre réseau, d'ailleurs, des missions locales qui se MLProdisent. On est là on respire ensemble. Hein. On a du mal. Hein. On a du mal. On est quand même le pays d'Astérix, dans lequel chacun est dans son petit territoire. Hein. Et là, non, on commence à échanger. C'est formidable. C'était Jules Renard qui disait « En France, c'est pas le tout d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. » On n'a pas tendance comme ça à fonctionner en réseau. Mais là on fonctionne. Donc, c'est ça qui sont vraiment les points forts qu'il ne faut pas perdre. Deuxièmement, c'est quoi, à mon avis, les 3 progrès majeurs que les missions locales ont fait depuis 17 ans, 15 ans. En tout cas, ce que je vois et que je vis. Alors d'abord, elles sont infiniment mieux relationnées, reliées avec le tissu économique local. Ça, c'est un truc qui me frappe, et avec le succès de, justement, ce que tu évoquais du parrainage. Le parrainage, c'est ce qui permet à la fois l'accompagnement du jeune, mais aussi lui permet d'avoir un réseau dans le monde économique, puisque la plupart du temps, les parrains eux-mêmes ont un réseau et le mettent à disposition de ces jeunes. Et accompagnent. Donc, je suis frappé de voir combien le développement du parrainage a, entre autres, contribué à un bien meilleur relationnement des missions locales avec le tissu économique. Deuxièmement, je trouve qu'elles sont de plus en plus insérées dans les stratégies de développement territorial. Ce qui d'ailleurs est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a de plus en plus en France de territoires qui ont des stratégies de développement territorial. Pendant un temps, on considérait que la DATAR est là pour ça. Et on sait très bien qu'avec ça, c'est la mort garantie. Ce qui est important, c'est que chaque territoire essaie de concevoir sa performance territoriale globale. Cette notion de performance territoriale globale est quelque chose de terriblement neuf, qui veut dire quoi? Ça veut dire que la performance territoriale globale d'un territoire dépend moins de l'excellence de chacun de ses acteurs, parce que sans ça, en France, on serait les meilleurs. On a d'excellents ingénieurs, on a d'excellents enseignants, on a d'excellents notaires, on a d'excellents fonctionnaires, on a de très bons ouvriers, mais chacun dans son coin. L'excellence territoriale globale dépend moins de l'excellence de chacun des acteurs que de l'excellence des relations qu'ils sont capables d'établir entre eux. Alors là, souvent, on est mal. Moi, j'adore ma Bretagne, je suis breton, mais je suis terrifié quand je vois les batailles à somme nulle entre le Finistère Nord et le Finistère Sud. Ne pas confondre. Avec ça, on crève. Mais vous savez, à PACA, entre Nice et Marseille, pas le pied non plus. Or, avec ça, on meurt. Nos ennemis ne sont pas chez nous, ils sont dehors. Et je trouve que maintenant qu'il y a de plus en plus de stratégies de développement territorial, les missions locales en font partie. Ce sont des acteurs consultés. Je vois justement, pour
dire du bien de ma Bretagne, que de plus en plus les missions locales sont partie prenante des groupes de réflexion sur la stratégie de développement de la Bretagne. C'est vraiment des trucs essentiels, et puis c'est vital, parce que si, comme ce sont les missions locales qui sont au contact des jeunes, et que ces jeunes seront évidemment la solution, et pas du tout le problème de demain, hein, si les missions locales ne sont pas au cœur de la réflexion stratégique d'un territoire, on se demande sur quoi on a réfléchi. Les missions locales sont au cœur, bien évidemment. Et elles y sont, de plus en plus. Et puis, troisième progrès majeur que je vois, c'est que je trouve que les missions locales sont de plus en plus reconnues, connues et reconnues. C'est un truc qui me frappe. Encore, il y a 15 ans, c'était presque pas on dit que des jeunes se retrouvaient à la mission locale. Il y avait un copain qui a dit « tu devrais aller à la mission locale hein. ». Maintenant, la mission locale fait partie du décor. Hein. Et en même temps, elle est à ce point connue et reconnue que la puissance publique lui confie des politiques. Il lui a confié la politique des contrats d'avenir, lui a confié l'expérimentation de la garantie jeune. Hein. Donc on est vraiment là dans une reconnaissance de vous faites partie du tableau. Vous faites partie du tableau avec le risque qu'on dise puisque vous faites partie du tableau, maintenant vous êtes institutionnel. Et ça, c'est évidemment le début de la mort. Hein, c'est garanti. Puisque vous êtes au début de la mort. Et j'ai bien aimé la parcours 3. Moi, j'avais connu parcours 2, donc c'est là que... Mais c'était déjà compliqué. Mais, si vous voulez, c'est la grande différence entre la pyramide et le réseau. Hein. Il est normal qu'on ait un pays d'État, hein, il est donc normal que dès qu'il y a de l'argent de la République qui est utilisé sur le terrain, il est normal qu'il y ait un contrôle. Et d'une certaine façon, Parcours est là pour veiller à bien suivre ça, en faisant bien gaffe à des perversions qui, je suis sûr, n'existent plus maintenant, mais je me souviens de mon temps, et il a fallu que je me batte comme un chien, parce que dans le parcours d'avant, on renouvelait les dotations d'État aux missions locales à hauteur du nombre de jeunes qui arrivaient jusqu'à l'emploi. Ce qui évidemment, entraînait les missions locales à s'occuper surtout des jeunes les plus proches de l'emploi. Et ce qui faisait que ceux qui étaient au bout de la file d'attente, alors là, t'as le bonjour d'Alfred. Donc, il faut bien voir que des critères peuvent avoir des incidences perverses. Il faut bien se souvenir quelle est la mission des missions locales. Et là, ben, on a besoin de quelque chose de pyramidal hein, pour pouvoir justement, en même temps, optimiser l'utilisation de l'argent public d'État dans l'ensemble du réseau. Mais on a aussi besoin que ces missions locales vivent très souplement, hein, avec leur spécificité locale, et ça, c'est l'auto-évaluation, dans laquelle on va évaluer qualitativement comment ça fonctionne, et là, il faut évidemment mobiliser tous les acteurs, et donc, y compris les jeunes eux-mêmes, bien sûr. Donc, elles sont mieux connues, reconnues, avec en même temps ce petit risque. Troisièmement, les trois causes qui vont, selon moi, accroître l'importance du rôle des missions locales dans les années qui viennent. Là, je suis convaincu que les missions locales vont avoir un rôle accru. Ce n'est pas parce que je parle devant vous, mais c'est parce que j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, pourquoi? Trois raisons. D'abord, première raison, la crise est finie. La crise est finie. Ça fait quand même... ce mot de crise nous fait un mal de chien, car en permanence, ce mot de crise, dans notre tête, nous laisse supposer qu'un jour, on retrouvera le statu quo ante, et qu'on retrouvera le beau temps dans lequel on avait des croissances à 3,5%, et que ça tirait droit. Non, ce temps-là est fini.
Ce temps-là est fini parce que le monde a profondément changé. Nous sommes maintenant dans un monde dans lequel la concurrence à l'échelle du monde a été multipliée par 3 en moins de 20 ans. Je rappelle qu'il y a 20 ans, la concurrence, c'était ce qu'on appelle le marché. C'était 1,3 milliard de personnes, et qu'aujourd'hui, c'est 4 milliards. Donc la concurrence a été multipliée par 3 d'une façon très dure, avec l'irruption des pays émergents. On ne savait pas que le successeur de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, c'était Guizhou. Hein. Il a dit « enrichissez-vous ». J'ai écrit 2 livres sur la Chine, ne les achetez surtout pas, et ils ne valent plus un coup de cidre. Bon. Parce que chaque année on y revient, on n'y comprend plus rien, en tout cas c'est autre chose. Hein. Mais ça a bouleversé la totalité de l'économie mondiale. Et en même temps, comme toutes ces économies se tiennent par la barbichette, à tout moment, il peut se passer quelque chose à l'autre bout du monde, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, qui a chez nous, ici, à Marseille, une incidence brutale et non prévisible. Donc on va être dans ce monde dans lequel va y avoir en permanence de l'incertitude. Donc il n'y a plus de crise. On est dans un autre monde. Hein. C'était Pierre Caillé qui dit « Nous cherchons en permanence des dépanneurs de la planète alpha, alors que nous sommes déjà sur la planète bêta. » Un autre monde dans lequel il y aura de l'incertitude, Hein. Ce qui est un peu grave, c'est qu'on a une Europe fatiguée. Ça, c'est un petit problème qu'il faudrait qu'on traite au moment où tout un tas de pays continents sont en train d'émerger. Donc on est dans cette situation. Et puis, durablement, on va avoir des grands donneurs d'ordre qui vont être des court-termistes, hein, puisque leurs capitaux ne sont plus des capitaux qui sont là pour que les entreprises durent, mais pour que, c'est ce qu'on appelle les capitaux nomades, hein, mais pour que ces capitaux aient le plus grand retour sur capital employé sur l'année. Ce qui amène tous ces grands donneurs d'ordre, se tournant vers toutes les PME et PMI du pays, à leur dire « Mes bons amis, puisqu'il faut que je fasse 15% de retour sur capital employé, tu me feras tout pour moins cher. Hein ». Et le sous-traitant, se tournant vers son sous-traitant, dit « Puisque mon donneur d'ordre me dit qu'il faut que je fasse tout pour moins cher, toi tu feras tout pour moins cher. » Et le sous-traitant du sous-traitant crève parce que ce n'est pas possible. On est dans ce monde qui est dangereux. Hein. Vous allez me dire, mais il est triste ce mec. Hein. Non, c'est le monde dans lequel on est et on va y être durablement. Ce qui fait que le problème de l'emploi va se poser d'une façon complexe, durablement. Et ça veut dire qu'on va avoir véritablement besoin de ces missions locales qui, intelligemment, avec le milieu économique, avec le milieu social, avec le milieu associatif, avec le milieu politique, et avec chaque jeune, s'efforce avec chaque jeune de l'aider à imaginer sa vie. Et ça va être une vie plus difficile. Mais en même temps, quand il y a de l'incertitude, il y a aussi la possibilité d'imaginer et d'inventer. Donc les missions locales vont avoir un champ, à mon avis, de plus en plus essentiel, parce que ce qui apparaissait du temps de Bertrand Schwartz comme une crise circonstancielle, maintenant, ça va être le tout venant et la règle du jeu. Deuxièmement, les métiers vont durablement évoluer. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'UNESCO vient de faire un rapport tout à fait fascinant qui s'appelle vers les sociétés du savoir, publié en 2005, mais qui vient d'être republié en 2010 et mis à jour. Et ce rapport de l'UNESCO dit, à cause du fait que tout un tas de métiers vont disparaître, hein, regardez le métier de disquaire, le métier de libraire, c'est des métiers qui sont en train de changer, en tout cas considérablement. Hein. Et puis en même temps, tous les autres métiers, alors, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître dans la communication. Et puis tous les autres métiers vont être télescopés, transmutés par l'irruption des nouvelles technologies de l'information et de la communication, quels qu'ils soient. Métiers de boucher, de boulanger, tous. Coiffeurs, tous. Ça veut dire que, disent-ils, vraisemblablement, 50% des connaissances qui aujourd'hui sont nécessaires pour tenir un job, dans 10 ans seront obsolètes. Ça veut dire que, bon, il faut avoir des connaissances aujourd'hui, les fondamentaux de base, lire, écrire, compter, etc. Hein, mais qu'il va surtout y avoir la nécessité de faire en sorte que nos jeunes
aient bien en tête qu'il ne faut pas qu'on les formate pour le monde d'aujourd'hui, qui est déjà un peu le monde d'hier, mais qu'on leur permette de créer, de co-créer le monde de demain. C'est vital. Hein. C'était exactement ce qui a été dit au président Hollande par les jeunes qui étaient en Californie hier. Hein. Les jeunes ont dit, si on est parti, c'est qu'on essayait de nous formater à un monde sympa, mais que j'aime bien, mais quand même un monde vieillissant. On voulait nous faire entrer dans les cases. Alors que ce qu'il faut, c'est aider. Il faut qu'on aide ces jeunes à préparer notre suite, un nouveau monde, hein, la planète Bêta. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça qui est l'enjeu. Hein. C'est ça qui est l'enjeu. Et aussi aider ces jeunes à savoir qu'il va falloir qu'ils continuent à apprendre tout le temps. Mais c'est dans l'action qu'on apprend. Hein. C'est dans l'action, dans la responsabilité qu'on a. Je lisais le petit papier, ne nous mettez pas dans des cases. Mais il est sûr que moi, à 15 ans, on m'aurait demandé, c'est quoi ton projet? Oh, mais un foutu de le dire. Mais un foutu de le dire, mon projet. Je ne savais pas dans quel monde j'allais, et j'ai fait rigoureusement autre chose que ce à quoi on me destinait. C'est la vie, la beauté de la vie. La vie. C'est le bon maître à la vie. Donc aider ces jeunes à faire en sorte que leurs yeux brillent, hein, qu'ils aient confiance. Et donc que nous, on ait confiance sur eux pour qu'ils nous voient avoir confiance en eux. Alors, je crois que les métiers vont durablement changer. Et puis, les jeunes vont de plus en plus être des mutants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Serres. Vous avez tous lu le délicieux Petite Poussette, hein, le petit bouquin. Faut que tout le monde doit lire, je ne suis pas payé par Michel Serres, hein, mais tout le monde doit lire Petite Poussette, le bouquin qu'il a écrit. Alors Petite Poussette à cause de la dextérité des jeunes à s'envoyer des SMS, à écarter des écrans, etc. Et dans lesquels il dit des trucs assez phénoménaux. Ces jeunes, c'est pas nous en moins vieux. C'est pas nous en moins vieux. Ils ont tout un tas de caractéristiques assez neuves. Je vous en cite quelques-unes parce qu'elles sont quand même marrantes. Hein. Et il dit d'abord, ces gens, leurs parents à ces jeunes ont été conçus à l'aveuglette. Eux, ils ont été choisis. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis un vieux marié, un vieux de la vieille. 51 ans de mariage, vraiment espèce en voie de disparition. Hein. Mais nos 3 enfants, ça a été 3 erreurs aux INO. On s'est planté, l'histoire des températures, c'est d'une complexité inouïe. Pas possible. Maintenant, les enfants, ils sont choisis, ou bien c'est qu'on était... Bon. Attention, ce n'est pas pareil du tout. Hein. Et il rajoute, leurs parents sont nés dans la souffrance, eux, sous péridurale. Leurs parents avaient 21 ans, les parents de leurs parents. Hein. Alors que leurs parents, maintenant, ils ont plus de 30 ans. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Leurs parents étudiaient dans des classes et des amphis homogènes, hein, avec du blanc sur blanc. Là, maintenant, ils étudient dans des classes, je dirais, multicolores, multiculturelles, multireligieuses. Hein, voilà. Tout à fait différents. Hein. Et en même temps, leurs parents étaient les derniers représentants de la civilisation Gutenberg. Eux, les premiers de la société Internet. Je rappelle la grande différence. La société Gutenberg, c'est les savoirs sont dans des livres, il suffit d'aller chercher les livres et de les lire. Alors que là, la société Internet, c'est tout le savoir est dans la machina. Il va très loin. Il prend comme image, qui est une image incroyablement forte, Michel Serres, il dit, c'est l'histoire de Saint-Denis. Saint-Denis, évêque de Paris, avait été condamné à mort. Et on dit au bourreau, vous allez accompagner Saint-Denis jusqu'en haut de la butte Montmartre, et là, vous lui coupez la tête. Et à mi-pente, les bourreaux n'y tiennent plus, ils lui coupent la tête. Mais très courtois, Saint-Denis reprend sa tête sous le bras et continue à monter. C'était des hommes dans ce temps-là. Hein.
Et là, dit Michel Serres, tous les jeunes, maintenant, ils sont des Saint-Denis. Ils ont leur tête sous le bras. Tout est là. Tous les savoirs sont là. Et infiniment plus que nous, les aînés, nous n'aurons jamais eu. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est leur apprendre à savoir se servir de ces savoirs, y avoir accès, comment les mélanger. Souvent, ils savent le faire, d'ailleurs, déjà pas mal. Hein. Mais alors, évidemment, l'ennui, c'est que parfois, ils n'ont plus de tête. Donc, il faut les deux. Hein. Les savoirs sont là, et il faut leur rappeler qu'ils ont aussi besoin d'une tête. Hein. Il y a besoin des deux. Hein. Voilà. Et il a une phrase terrifiante que je vous lis d'ailleurs dans le texte lui-même. Plus formatés par les médias, le marketing publicitaire et leurs échanges sur les réseaux sociaux qu'éduqués par des parents eux-mêmes évolutifs et de plus en plus absents ou par des enseignants de moins en moins entendus, petits poussets et petites poussettes habitent le virtuel et les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excite pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre ou du cahier. Hein? On a là, c'est fabuleux, on a là une génération neuve. Alors, il ne faut pas la mettre au carré, il faut l'aider à utiliser tout ça, à nous l'apporter aussi. Parce que souvent, on a aussi tous ces outils, mais on l'a rajouté à nos palettes d'outils. Pour eux, c'est à la place. Donc c'est une richesse fantastique. Et donc je suis absolument convaincu que là, les missions locales vont durer parce qu'elles vont être, je dirais, de plus en plus des médiateurs entre cette jeunesse et le monde économique et le monde associatif et le monde de la fonction publique, des médiateurs. Et alors, ça sera mon quatrièmement et mon dernièrement, les trois voies d'évolution des missions locales qu'il va falloir favoriser. En tout cas, selon moi. Alors d'abord, en mission locale, innover, 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 innover. Innover. Alors, il se trouve que j'ai présidé un rapport pour un gouvernement, il y a longtemps, qui était l'innovation dans la fonction publique. Il y a longtemps. Et mon rapporteur, Jean Choussat, qui était le directeur général du budget, il me disait, mon cher Serriex, n'oubliez pas que dans la fonction publique, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi, il ne faut pas se faire prendre par la patrouille. Pour autant, il y a plein de gens dans la fonction publique qui innovent et qui ne se font pas prendre par la patrouille. Mais il faut, je dirais, accepter d'être borderline. Hein. Il faut accepter d'aller jusqu'à la limite de ce qui est autorisé, parfois un tout petit peu plus loin, bien qu'il y ait besoin de cadre. Hein. Mais on n'a pas pu tout interdire. Hein. Donc il y a des marges de liberté dans lesquelles on peut innover. Hein. Innover, innover, innover. Et là, je sais combien, avec l'Institut Bertrand Schwartz, on imagine justement toutes les innovations possibles et on essaie de les suivre et de montrer combien elles peuvent avoir des retombées sur même le mode de fonctionnement d'une mission locale et son mode de développement. L'auto-évaluation, hein, si on a le courage de le poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire de véritablement impliquer les jeunes là-dedans, hein, ça peut avoir un effet bouleversant pour le mode de fonctionnement, la structuration des missions locales. Innover, innover, innover. Deuxièmement, c'est donc impliquer de plus en plus les jeunes dans la recherche des solutions, parce qu'ils ont un regard neuf, hein, et que c'est justement là-dedans qu'ils vont trouver leur confiance, parce qu'ils ont un regard neuf. Et qui peuvent nous apporter beaucoup. On peut aussi leur apporter beaucoup, hein. Il ne s'agit pas de faire une sorte de jeunisme militant. Hein. Mais on peut leur apporter, mais laissons-les vivre. Hein. Et puis, ce que j'ai dit en premier tout à l'heure, hein, résistons à la standardisation. Hein. Les missions locales, c'est jacobin, c'est girondin, c'est pas jacobin. Hein. Et même s'il faut rendre compte, et c'est normal, hein, mais il faut véritablement se battre d'une façon souriante, hein,
mais il faut véritablement être en permanence capable de rappeler que chaque mission locale doit être différente. Parce que les populations qu'elle rencontre, les cultures dans lesquelles elle est plongée, eh bien, elles ne sont pas pareilles. Et ce n'est pas pareil à Lille, et ce n'est pas pareil ici, même si on peut échanger des bonnes pratiques. Alors, je crois que c'est ce qu'on essaie de faire avec, en tout cas dans notre coopération entre France Bénévolat et l'Association nationale des missions locales. Nous, on a lancé un programme avec le Crédit Mutuel, avec AG2R La Mondiale, mais aussi avec la NML, qui s'appelle R21, qui veut dire agir pour l'insertion et la réussite éducative. Et à chaque fois, on repart des initiatives et des propositions de progrès faites par les jeunes eux-mêmes. Alors c'est difficile, c'est une sacrée bataille, mais je suis tout à fait ravi que nous le menions avec la NML qui est tellement dynamique. Et je l'ai vu récemment à Angoulême, on le vit à Quimper, tout à fait passionnant. Alors je crois qu'ensemble, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est d'essayer de faire tomber des murs entre des acteurs qui ne se parlent pas, entre des âges qui ne se parlent pas. C'est une belle phrase de Thucydide, le grec, Thucydide, qui disait « L'épaisseur de la muraille compte moins que la volonté de la prendre ». Je suis convaincu que ici, avec les missions locales en général, celle de PACA en particulier, et les 29 qui sont ici réunis, vous ne m'avez pas attendu pour le faire, donc bravo à vous et merci.